Les avions sont des jouets intéressants, mais ils n'ont aucune qualité militaire. Vous savez qui a dit ça? Foch. Bon, c'était avant la guerre, mais quand même. C'est ironique quand on sait que pour reprendre l'Artois, la reconnaissance aérienne va être cruciale pour guider les tirs d'artillerie. Dans les premiers jours de mai, le temps se dégage, ce qui permet aux aviateurs et aux observateurs en ballon de regarder un peu ce qui se passe en face. D'ailleurs, depuis quelques mois, la 10e armée peut compter sur un service unique en son genre, la section de photographie aérienne, créée et dirigée par Roger Poidat, pas sûr de comment ça se prononce. En tout cas, c'est la toute première unité aérienne de l'armée française dédiée spécifiquement à la photographie, et on peut dire qu'elle ne chôme pas. On regarde les lignes ennemies avec la plus grande attention, mais il y a un coin qui reste trop brumeux pour qu'on puisse le repérer convenablement. Ce coin, c'est le secteur du labyrinthe et de Neuville-Saint-Va. Et ça, c'est plutôt inquiétant, parce que je vous rappelle que la 10e armée commencera sa préparation le 3 mai et lancera l'assaut le 7. En plus, une mauvaise nouvelle est en route vers les services de renseignement alliés. Les Allemands ont réussi leur percée sur le front russe. Sachant une attaque imminente, ils sont en train de renvoyer à la hâte une partie de leurs troupes dans le nord de la France. Comment on le sait? Grâce au réseau Alice, un groupe d'espionnage terriblement efficace avec à leur tête Louise de Bettigny, une meuf qui vraiment pète la classe et qui travaille avec les services secrets britanniques. Étant basée à Lille, elle fait transmettre la nouvelle le plus vite possible, ce qui va nous être extrêmement profitable. Le 3 mai 1915, tout est prêt. La préparation d'artillerie commence et effectue ses premiers tirs de réglage, aiguillés par les observateurs, qu'ils soient au sol ou dans les airs. Les canons allemands tentent bien de s'interposer, mais ils se prennent une telle contre-batterie qu'ils doivent renoncer à répliquer pendant l'après-midi. C'est à ce moment que les officiers supérieurs apprennent la date de l'assaut, le 7 mai. Cette information ne sera communiquée aux troupes qu'au dernier moment, pour être absolument certain que l'information ne fuite pas. Le soir venu, la pluie commence à tomber. Fort heureusement, le beau temps revient le lendemain matin. L'artillerie continue son travail de réglage, mais un violent orage éclate en début d'après-midi. La pluie est torrentielle, et la terre se transforme très vite en une épaisse boue qui ne va pas simplifier la tâche des artilleurs. De plus, les soldats bavarois sont à cran et tirent sur tout ce qui bouge. Il faut dire qu'il y a de quoi. Ils ont remarqué le nombre croissant d'obus qu'ils se prennent sur le pif, et la présence d'artillerie de siège d'un calibre supérieur à 200 mm. Ils ne savent pas quand ni où ça va péter, mais ils sont certains qu'il se trame quelque chose. Le temps reste dégueulasse toute la journée du 5 mai. Là, on commence à se dire qu'il va peut-être falloir repousser l'attaque, ce qui ne fait pas les affaires du général Durbal. Au vu de la taille gigantesque de cette opération, des préparatifs allemands qui continuent sous son nez et surtout des renforts ennemis qui sont en route, retarder l'offensive pourrait tuer dans l'œuf le succès de l'opération. Au matin du 6 mai, la pluie se calme, mais le temps reste orageux et menace de péter à tout moment. Le général Durbal accepte l'idée de repousser l'offensive, mais uniquement si c'est indispensable. Ainsi, le général Balfourier descend dans le secteur du 26e régiment d'infanterie et demande au lieutenant-colonel Collin ce qu'il en pense. Sans hésiter, il lui répond qu'il faut absolument reporter d'au moins 24 heures et prier pour qu'il fasse beau. Et il a raison, les objectifs de l'artillerie n'ont pas été atteints. À midi, le général Balfourier repart, et il est décidé de reporter l'attaque au 8 mai. 2 heures plus tard, la pluie reprend de plus belle, et l'artillerie allemande tente même une petite blague avant de se faire calmer illico. La nuit est très calme, sans une goutte. Au matin du 7 mai, la terre commence à se désengorger. Malheureusement, alors que l'artillerie de tranchée s'attelle à faire tomber les fortins de première ligne encore debout, la pluie reprend de plus belle, et les canons allemands s'autorisent quelques obus qui occasionnent des petites frayeurs aux Français. Si bien qu'en début de soirée, l'offensive est encore retardée de 24 heures. Les objectifs ne sont en effet toujours pas atteints. Les nids de mitrailleuses sont encore là, et beaucoup de réseaux de barbelés sont encore intacts. Mais c'est le dernier report que Victor Durbal peut se permettre. Quoi qu'il puisse arriver, l'offensive aura lieu le 9 mai 1915. L'attente et la boue ne font pas bon ménage chez les combattants qui commencent à être sérieusement à cran. Même le lieutenant-colonel Collin se ronge le frein. Ces retards successifs, bien que justifiés, finissent par être énervants. Quand il y a une pilule à avaler, autant la prendre tout de suite. Enfin, c'est un répit de 24 heures, une journée de plus à vivre. Le 8 mai, le temps semble vouloir se montrer plus clément. La pluie cesse, ce qui permet aux artilleurs d'avoir une bonne visibilité. Et s'il y a un endroit qui prend pour son grade, c'est la Maison Blanche, qui est une cible encore debout et relativement facile à viser grâce à sa hauteur. Grâce à ça, l'attaque à l'ouest du labyrinthe devrait bien se passer. Au sud, en revanche, les troupes sont un peu nerveuses. Au vu de l'activité des Allemands, la tranchée de Hambourg semble intacte, et ne peut être attaquée qu'avec des mortiers de tranchée. Et ces crapouillots, le 26e n'en a que 4. 2. On vient de leur en reprendre la moitié pour les placer dans un autre régiment. Autrement dit, ça craint un peu. De l'autre côté du front, sur le plateau de Lorette, une mine explose prématurément vers 18 h. Les deux camps sont pris de court, et les chasseurs alpins se livrent instantanément une furieuse mêlée avec les chasseurs saxons.
Les Allemands surnomment désormais cet endroit de mort le chaudron de la sorcière. D'ailleurs, ce n'est pas la seule sortie de la journée. Des patrouilles françaises se transforment en combat pour le contrôle des tranchées près de Liévin. Les archives du premier corps de réserve bavarois affirment même avoir reçu des projectiles à gaz narcotique. Alors j'avoue que je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par là. Je suppose qu'il s'agit de grenades lacrymogènes, mais rien n'est moins sûr. La nuit est calme. Les soldats français, remplis d'un mélange d'impatience et d'appréhension, n'arrivent pas à fermer l'œil. Ils savent que la journée qui vient peut changer le cours de l'histoire. Ils savent aussi que pour certains d'entre eux, c'est leur dernière nuit à passer sur cette terre. Dans le labyrinthe, les Bavarois ignorent ce qui est sur le point de se passer. Et comme à chaque nuit, ils envoient des sapeurs réparer les ouvrages endommagés. Nous sommes le dimanche 9 mai 1915, vers 3h30 du matin. On réveille les troupes. Ça y est, c'est le grand jour. L'infanterie monte en silence jusqu'en première ligne et attend patiemment l'ouverture du bal dans des abris provisoires inconfortables. C'est là qu'on leur distribue leurs objectifs respectifs. Et en plus, il fait beau. Il est 6h. Que la fête commence. Du 75, du 105, du 120, du 155, du 220, c'est une avalanche de projectiles qui noircit le ciel et s'abat sur les défenseurs. Le spectacle est inouï. Cette débauche de puissance de feu laisse les deux camps sans voix. Cette écrasante domination de l'artillerie française se fait notamment ressentir chez les canonniers allemands, qui n'envoient que quelques obus dans le tas avant de commencer à plier bagages. Chez les défenseurs en première ligne, c'est la panique la plus totale. L'absence de riposte de leur artillerie ajoute encore à l'angoisse ambiante, et même les officiers ne parviennent plus à garder leur calme. Le chaos est indescriptible, et tout soldat tentant de sortir de son abri sous ce déluge de feu est un homme mort. Les pauvres sapeurs venus réparer les ouvrages endommagés s'y retrouvent enfermés. Les lignes télégraphiques sont anéanties, et la fumée provoquée par les explosions forme rapidement un épais brouillard qui empêche les observateurs postés à Vimy de voir la première ligne. L'état-major bavarois perd donc tout contact avec ses hommes sur le terrain et n'a aucune idée de ce qui se passe exactement. À 10h, l'artillerie française allonge son tir pour couper la route aux renforts ennemis, et la première vague se lance à l'attaque. Il va se passer beaucoup de choses aujourd'hui, alors ce qu'on va faire c'est raconter ce qui se passe au centre du dispositif, puis basculer à droite sur Neuville-Saint-Va, et ainsi de suite. Commençons donc par suivre Victor Châtenay avec les gars de la Légion étrangère. En effet, avoir des sapeurs avec soi pourrait s'avérer très utile. On leur a distribué un peu de gnôle, tellement immonde que Victor l'a discrètement recraché. Des marches ont été creusées dans le talus de la tranchée, et on peut regarder dans la plaine. Il n'y a pas un seul Fritz à montrer le bout de son nez. Les minutes passent et l'intensité du bombardement semble encore augmenter. Ce qui est surprenant, et un tantinet inquiétant, c'est que ceux d'en face ne répondent pas. Mais dans ce chahut infernal, je ne peux pas me rendre compte s'ils tirent sur nos batteries d'artillerie ou sur d'autres tranchées. Notre tranchée est pleine de monde. Je regarde mes voisins, tous semblent déterminés et impatients de recevoir l'ordre de se lancer à l'assaut. En avant! Nous sortons de la tranchée et courons en avant. Une mitrailleuse Boche se réveille sur notre droite, où la ligne d'attaque s'étend à perte de vue. À gauche, une légère dénivellation limite mon horizon à quelques centaines de mètres. Mais de ce côté aussi, c'est plein de monde. Nous arrivons sur la tranchée allemande, toute démolie. Alors on saute par-dessus, puisque la seconde vague qui nous suit à 2 minutes doit la nettoyer. Il n'y a rien devant nous. À notre droite, aux ouvrages blancs, les mitrailleuses allemandes tirent sans cesse. Sur notre gauche, en contrebas, du côté de Carency, la fusillade est nourrie, mais devant nous, on ne voit pas d'Allemands. Nous courons, nous courons. Avec nous, il y a un de nos lieutenants qui tient son pistolet à bout de bras. Soudain, voilà des Fritz entassés en enfilade devant nous dans un boyau. Ils lèvent les bras pour se rendre. Sans doute notre barrage d'artillerie les a surpris en pleine relève. « À plat ventre dans le boyau !» leur ordonne en allemand un sergent de la Légion, avant de poster 2 hommes sur le talus pour les garder. Et nous nous remettons à courir, bien alignés. Un sentiment incroyable d'exaltation nous emporte. Nous courons encore et ne voyons aucun ennemi. Mais sur notre droite, un petit groupe de poilus s'est arrêté. Un officier les rassemble pour se rabattre sur les ouvrages blancs où notre progression semble freinée. Nous allons bientôt atteindre la route de Béthune. L'ordre est donné de rétablir la ligne avant de passer la route sur laquelle les Allemands doivent vouloir tenir. La halte fait du bien car nous sommes essoufflés, mais nous restons prêts à tout. Je me dis qu'on tient la victoire, que le front allemand est bel et bien enfoncé. À peine 5 minutes de pause et il faut redémarrer. Il n'y a personne dans les abris le long de la route. Où sont les Allemands ? Le hasard des choses a fait que le rapport de force est totalement disproportionné. La Légion étrangère, accompagnée du 7e régiment de tirailleurs, est composée de combattants exceptionnels. Il y a là des Grecs, des Tchèques, des Polonais, des Belges, des Luxembourgeois, tous déterminés à anéantir ce qui se trouve en phase 2. Et en phase 2, il n'y a qu'un pauvre régiment qui a été muté ici pour des raisons disciplinaires. Un régiment composé de conscrits prussiens et polonais. Devoir tirer sur des compatriotes, on peut dire que c'est pas de bonne. Partout où l'on avance, les artilleurs français s'avancent aussi, jusqu'à se mettre dans ce qui servait de no man's land quelques heures plus tôt pour continuer à tirer totalement à découvert.
Nous repartons vers l'avant. De l'autre côté de la route de Béthune, nous faisons prisonnier les artilleurs d'une batterie de 6 canons de 77. Un grand officier à la barbe blonde est à genoux. Il nous implore de les épargner. À voir les visages de ceux qui les ont pris, j'ai l'impression que ces prisonniers-là ne vivront pas longtemps. La plaine derrière nous est pleine d'activité. C'est merveilleux de voir les 75 être tirés au galop dans les champs et se mettre en batterie en pleine vue. Je me demande ce qu'attend le général qui commande cette magnifique opération pour lâcher notre cavalerie que nous avons vue avant l'attaque si nombreuse et si ardente. Ah ça, c'est une très bonne question, Victor. Car à ce moment-là, il n'y a plus rien qui sépare la Légion de son objectif. Si les généraux français le savaient, ils enverraient immédiatement l'intégralité de la réserve et les pousseraient à fond. Mais ils n'ont aucun moyen de le savoir. Les messagers font aussi vite que possible, mais les réserves sont trop loin pour intervenir rapidement. Et pour cause, on les a mises aussi loin pour éviter qu'elles se fassent repérer. C'est une précaution qui aura coûté cher, mais personne ne pouvait imaginer que la ligne cède aussi rapidement et que la réserve doive intervenir si précipitamment. Maintenant, nous abordons les premières pentes de la crête de Vimitellus. Notre groupe infléchit son avance vers la gauche, et nous montons une côte que je vais apprendre à bien connaître, la côte 119. Nos canons tirent sans trop de précision, juste devant nous. Des légionnaires sont atteints par leurs obus, et il faut s'arrêter. Quelle heure peut-il être ? 11h ? Midi ? Nous agitons des carrés de tissu blanc pour indiquer à l'artillerie qu'il faut allonger le tir. Mais les obus redoublent et tombent sur la crête qui est droit devant nous. Sans doute craint-on une contre-attaque allemande, mais c'est bête de nous stopper, et en plus à coups de canon. Des légionnaires qui étaient allés plus loin reviennent sous nos obus avec quelques prisonniers. Nous sommes dans un petit chemin qui grimpe en biais le coteau. L'ordre vient d'y établir une ligne défensive. C'est pour ce travail que nous, les sapeurs du génie, sommes là. Au haut de la paroi, nous creusons des emplacements de tir d'où l'on pourra surveiller les 200 ou 300 mètres qui séparent du sommet de la crête. Que se passe-t-il ? Les Allemands n'avaient plus un seul homme en défense. Alors que font ces défenseurs sur la côte 119 ? Eh bien voyez-vous, dès le début de l'attaque, les Allemands ont compris que le centre allait céder. Ils ont rameuté toute personne capable de tenir un fusil et formé une ligne le long de la côte. Quelques fusiliers, des infirmiers, des cuisiniers, des cadets, des musiciens, c'est tout ce que le corps de réserve bavarois peut opposer à la Légion. Mais c'est juste suffisant pour fermer cette brèche profonde de 4 km qui est à présent occupée par un mélange bordélique de poilus, de chasseurs, de tirailleurs et de légionnaires. À gauche, les combats font rage et les Allemands, bien que débordés, tiennent obstinément. À droite, la situation est encore plus chaotique. Il y a même des mitrailleuses qui tirent sur la division marocaine depuis les maisons de Neuville-Saint-Va. Comment ça se fait ? Neuville n'est pas tombé ? Retournons quelques heures en arrière, à droite de la Légion étrangère, chez la 39e division d'infanterie. Le sergent Lefebvre est sur le point de s'élancer avec ses camarades. Nous mettons la baïonnette au canon. Le capitaine nous regarde et fait un geste amical. Bataille remet son sabre au fourreau, s'empare d'un fusil et bourre toutes ses poches de cartouches. Je suis sûr qu'il décrochera sa croix aujourd'hui ou qu'il ne reviendra pas. Chose étrange, à mesure qu'approche le terrible moment, je me sens devenir plus calme. À présent, j'ai confiance. Il me semble que je sortirai cette fois encore de la tuerie, que la mort ne voudra pas de moi, et je me promets de suivre les conseils de bataille, y aller carrément et frapper fort. Je suis prêt et je contemple mes hommes. Ils me paraissent livides à travers la fumée qui nous envahit peu à peu, et leurs yeux brillent étrangement. Comme moi, ils sont prêts et résolus, je puis compter sur eux. Bataille s'est placée à ma hauteur. Tâchons de ne pas nous perdre dans la bagarre, me souffle-t-il. Je crois que la section aura l'occasion de se distinguer. Elle se distinguera, lui dis-je, sois-en sûr. Le sol qui frissonne depuis des heures a soudain un soubresaut violent. Ce sont les mines qui sautent, fait Bataille. Nous allons partir. Puis, se tournant vers les hommes, il lève son fusil et crie « Vive la France !» En un pareil moment, aucun discours n'aurait produit l'effet de ces 3 mots. Les hommes se redressent et répondent « Vive la France !» Cette fois, ça y est. Le capitaine et ses officiers sautent les premiers sur le parapet et nous les suivons tous sans la moindre hésitation. Ensuite, nous marchons au pas, tranquillement, comme si nous faisions une simple promenade. Les balles commencent à bourdonner mais ne nous font pas grand mal. Les Allemands, contre leur habitude, ne tirent pas bien. Évidemment, notre canonnade les a émus. Franchement, il y avait de quoi. Nous voici devant les réseaux de ronces. Là, j'ai la chair de poule. Allons-nous nous casser le nez ? Ou plutôt nous faire casser la figure ? Je respire, les obus ont fait merveille, les fils sont en morceaux, une mitrailleuse crépite, quelques hommes tombent en poussant des cris de douleur. « Hardi les gars, en avant !» crie Bataille, qui redoute certainement un peu d'émotion, surtout chez les nouveaux. Mais nous continuons à marcher, toujours au pas. Les bleus sont splendides. Nous arrivons devant la première tranchée et, comme ces boyaux allemands ne sont pas très larges, hop, nous sautons par-dessus. D'autres troupes derrière nous devant se charger du nettoyage. Les mitrailleuses nous ont pris sous leur feu. Il y a du déchet dans les rangs. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. En avant ! En avant, toujours ! Hurle Bataille. Nous ne pensons pas à nous arrêter. Les autres tranchées sont franchies comme la première, puis nous escaladons un mamelon et, du sommet, nous apercevons devant nous le village de la Targuette. À ce moment, des cris affreux nous apprennent que les camarades sont en train de nettoyer les tranchées Boche. « Attention !» me dit Bataille. « Ça va devenir plus sérieux !» En effet, nous sommes violemment canardés par des mitrailleuses dissimulées dans 2 gros ouvrages que les Allemands ont construits en avant du village. Des hommes tombent encore. Ma section en perd 2, pour sa part.
Nous attendions l'ordre de nous ruer sur la target lorsqu'on nous prescrivit de la tourner pour marcher plus rapidement sur Neuville-Saint-Va. D'autres se chargeront du village, aussitôt fait que dit. Nous débordons le petit village et nous voici devant les premières maisons de Neuville. Je regarde ma montre, il est 11h25. Un bruit sourd pareil à un roulement de tonnerre lointain me fait à ce moment-là tourner la tête. Je ne puis retenir un cri d'admiration. Au grand trot, nos artilleurs traversent la plaine balayée par les balles et la mitraille, escaladent les pentes et, arrivés aux limites même de la target, mettent leurs pièces en batterie avec un calme vraiment impressionnant. Nos soldats enthousiasmés applaudissent et crient « Vive les artilleurs !» Déjà les batteries ouvrent le feu pour barrer la route aux renforts ennemis. Mais la partie sérieuse commence pour nous, car les Allemands, revenus de leur surprise, défendent Neuville avec acharnement. Mitrailleuses, fusils, canons, tout est entré en branle. Les balles sifflent, les obus éclatent avec fracas. Nous sommes dans un enfer. Grâce à la présence d'esprit de bataille, nous perdons peu de monde et nous démolissons pas mal de boches. Notre sous-lieutenant nous a jetés dans une maison dont la façade, un peu en biais, nous permet de balayer la route, et je vous assure qu'on tire avec ardeur. Voyez-vous, le village de Neuville est tenu par le 3e bataillon du 10e de réserve bavarois, commandé par Ernst Brunner. Au moment de l'attaque, il a vite compris que le lieu-dit La Folie était sur le point de se faire démolir par la Légion. Non seulement il ne pouvait pas se permettre de perdre un lieu aussi stratégique, mais en plus, il y avait des canons là-bas qui risquaient de tomber aux mains des Français. Et ça, il n'en était pas question. N'ayant plus aucune communication avec l'arrière, il a dû prendre une décision seul. Et à 10h15, il a ordonné d'envoyer tout ce qui était disponible pour bloquer la division marocaine sur la côte 119. Les cuistots, les musiciens, tout ça, c'était lui. Une fois la côte 119 sécurisée, il a dû faire face à un second impératif, protéger Neuville-Saint-Va, et tout particulièrement l'état-major de son bataillon se situant au nord du village, qui menaçait de se faire encercler. Il a donc envoyé ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire une vingtaine d'hommes, pour bloquer coûte que coûte les Français dans la rue principale et conserver la partie est du patelin. Dès qu'il recevait un homme en renfort, celui-ci était immédiatement envoyé dans le village avec des grenades pour enrayer l'avancée française. De nombreux Bavarois vont s'illustrer ce jour-là en tenant tête aux poilus avec obstination. Certains se sont même permis de contre-attaquer pour défendre des batteries d'artillerie qui n'ont pas eu le temps de s'échapper. Retournons un peu en arrière et allons encore à droite, sur le versant ouest du labyrinthe. Le 79e se prépare à charger, et pour cela nous allons suivre un certain Jules Delmas. Pas sûr de comment ça se prononce. En tout cas c'est un capitaine qui appartient à la deuxième vague. Il y a là une discussion animée entre les officiers pour savoir si l'artillerie a réussi à ouvrir des brèches ou pas, sachant que des défenseurs bavarois se permettent de tirer en plein barrage. Le capitaine Metzinger affirme que les barbelés sont intacts et que le 79e va se faire massacrer. A l'inverse, le commandant Devisek est un grand optimiste. C'est la première fois qu'il mène l'assaut et assure avec le plus grand des calmes que tout va bien se passer. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui brille tellement de par son aura que vous lui faites une confiance aveugle ? Devisek est de ceux-là. C'est l'étoile montante du régiment, et le capitaine Delmas le considère comme le plus grand chef qu'il ait vu de toute sa vie. Mais l'heure du départ approche, et Devisek rejoint ses hommes en première vague, avec le commandant Clodo. Le capitaine Jules Delmas rejoint sa deuxième vague et souhaite bonne chance à ses subordonnés. Et Guy, son ancien adjudant qui est maintenant lieutenant sous ses ordres, vient lui serrer la main, le remercie pour tout ce qu'il a fait pour lui, et lui dit adieu, car il a le pressentiment qu'il va mourir aujourd'hui. Jules trouve ça ridicule, mais au moment de charger, le lieutenant et Guy a à peine le temps de poser un pied sur le parapet qu'il se prend une balle entre les deux yeux. Le capitaine Delmas écrit alors « Ce sombre pressentiment et ce désespoir résigné d'un homme, magnifique soldat, que j'aime beaucoup, m'ont touché aux entrailles. Je me raidis déjà, car la première vague se dresse sur le rebord de la parallèle et s'ébranle. À 100 mètres, je dois la suivre. Revolver au poing, j'enjambe à mon tour le talus et je crie « En avant !» Derrière moi, les hommes grimpent et, alignés comme à la manœuvre, nous partons à l'assaut. Déjà les balles sifflent, et de temps en temps, un corps tombe. Devant moi, je ne vois rien. Je marche. Vivement les tranchées allemandes, le corps à corps, l'action, la détente, que cette attente est longue. Je pense à ma mère morte il y a un an, à tout ce que j'aime, à la vie si belle, et j'accélère l'allure en serrant les dents. Une route, la grande voie d'Arras à Béthune, a passé, mais les mitrailleuses ennemies la prennent d'enfilade. Angoissant dilemme. Si nous passons la chaussée sous ces nappes de balles, il y aura des pertes énormes. Si j'arrête l'élan de mes hommes, repartiront-ils ? Oui, car ils m'aiment, et ils ont confiance en moi. Il faut à tout prix éviter ce terrible feu d'écharpe. Je crie « Tout le monde dans le premier fossé de la route !» La compagnie s'abat dans le fossé. À la première éclaircie, je me dresse et, montrant les positions allemandes à moins de 100 mètres maintenant, je hurle « En avant, tous ! À la baïonnette !» La compagnie se dresse et, enjambant les fils de fer assez mal détruits, elle entre, comme un pan de mur, dans la première tranchée ennemie. Notre première vague est passée on ne sait où. S'est-elle égarée sur la droite ? A-t-elle franchi le premier objectif avant que les occupants n'aient le temps de sortir de leurs abris ? Mystère. En tout cas, maintenant, les Bavarois, toujours ces coriaces Bavarois, sont aux meurtrières et tirent comme des enragés.
Les mitrailleuses crachent de tous les côtés. La mêlée furieuse et grandiose s'engage. Les balles claquent, les grenades éclatent. Les baïonnettes entrent dans les chairs. On entend des halètements, des cris horribles et des chocs puissants. Je marche au milieu des balles en déchargeant mon revolver où je distingue quelque chose qui bouge. Tout à coup, j'aperçois un blocos armé de mitrailleuses qui nous décime. Sur ce repère, je lance tous ceux qui sont autour de moi. Là, mes enfants, tous ensemble. Les hommes bondissent. Que de pertes autour de moi. Je vois tomber mon sous-lieutenant le plus cher, Boissier, géant de 25 ans, frappé aux jambes et à la tête. Le vaillant capitaine du génie qui a voulu m'accompagner et qui meurt comme un héros. Mes 2 adjudants, Monnier et Viau, gosse de 20 ans, d'une audace folle. Toute ma liaison, mon ordonnance. Enfin, mon fidèle Ocampe, qui ne me quittait jamais d'un pas et qui meurt en me couvrant de son corps dans un combat singulier engagé avec un officier bavarois d'une taille gigantesque. Sacrée confusion, n'est-ce pas? En fait, la première vague a bénéficié de l'effet de surprise. Les commandants ont chargé tellement rapidement que leurs hommes ont eu du mal à les suivre. Ils ont réussi à passer la première ligne sans rencontrer de réelle résistance. Mais une fois les Français arrivés en deuxième ligne, les défenseurs se sont réveillés. Plusieurs officiers, dont Metzinger, se sont fait descendre illico. Le commandant Clodo est abattu en menant l'assaut sur l'ouvrage en chœur. Son bataillon est alors furieux et redouble d'ardeur dans son attaque. Enfin, le commandant Dovisek se retrouve coincé avec ses hommes sous les tirs croisés de l'ouvrage en trèfle, de l'ouvrage en carreau et de la troisième ligne. Il se fait descendre et agonise entre les lignes. Mais ça, Jules Delmas ne le sait pas encore. Il doit composer avec des Bavarois qui viennent tout juste de sortir de leurs abris, menaçant de tirer dans le dos de la première vague. Le blocos dont il parle qui lui tire dessus, c'est la maison de Bismarck, et l'officier bavarois avec qui il s'est battu se nommait Heinrich Walter. Mais il faut passer. Je franchis d'un bond immense un grand fossé et reprends mon élan. Et voilà que je me vois seul. La compagnie ne suit plus. Je m'arrête et j'attends quelques secondes. Mon sergent-major 2 me rejoint avec un agent de liaison. Je les envoie successivement en arrière chercher les sections, tandis que, de mon sifflet puissant, j'appelle éperdument. Pendant ce temps, une rafale d'obus me renverse, sans me blesser. Enfin, un à un, des hommes arrivent, vainqueurs du corps à corps livré dans les tranchées conquises. J'en compte une 50aine sur 200, sans officier ni adjudant. C'est donc en gros une centaine de combattants que j'ai perdus, dont les 4 chefs de section, soit la moitié de la compagnie, car j'espère bien retrouver quelques égarés ça et là. À la tête de ce groupe, je reprends le mouvement en avant. Mais très vite, pris de flanc par des balles de mitrailleuse, nous sommes obligés de stopper. Je fais mettre ma petite troupe à plat ventre et, un par un, en rampant dans les luzernes, nous continuons à progresser. Dans ce chaos, la Maison Blanche continue à tirer dans le dos du 79e qui l'attaque désormais de 3 côtés à la fois, aux côtés du 37e d'infanterie qui est venu prêter main forte. Les défenseurs tiennent 1 heure avant que les Français ne puissent entrer dans l'ouvrage sans pour autant se rendre maître de l'endroit. Mais malgré tous ces désagréments, le 79e a bel et bien percé. Alors attention, autre anecdote encore plus dingue, au moment de l'assaut, plusieurs Bavarois ont réussi à courir jusqu'au quartier général du 3e bataillon du 12e régiment de réserve, quelque part au sud de l'ouvrage en chœur. Blessés, ces hommes criaient « Les Français arrivent !» Et en effet, la première vague était 200 mètres derrière eux. Pour ne pas se faire capturer, les officiers du bataillon se sont faufilés entre la première et la deuxième vague et ont réussi à atteindre Neuville pour prévenir de ce qui se passait, ce qui a permis aux Bavarois de réagir rapidement et d'encager le 79e dans le labyrinthe. De la même manière, quelques soldats ont réussi à fuir jusqu'au village et l'ont défendu avec acharnement. Comme quoi, parfois, ça ne se joue vraiment à pas grand chose. Retournons encore en arrière et partons vers le sud, dans le secteur du 26e. Et à ce stade, il me faut vous introduire un nouveau témoin, Georges Baudin. Il est un des musiciens du régiment et il venait de terminer son service militaire quand la guerre a éclaté. Pas de bol, il enquille. Maintenant, en plus de la musique, il sert de brancardier. À ce moment précis, il est placé entre le 26e et le 79e, et ce qui le voit le terrifie. À 8h30, notre artillerie se met à donner avec intensité. Il y a des batteries installées dans tous les coins. Chaque pièce n'a que 6 mètres de largeur à balayer. Leur feu ressemble à celui d'une énorme mitrailleuse qui exécuterait son tir à la plus grande vitesse. Je suis, je crois, même en dessous de la vérité, et il est impossible à quiconque qui n'a pas entendu et qui n'a pas été assourdi par ce terrible grondement de pouvoir se rendre compte de ce que peut être un pareil tonnerre. Jamais je n'ai vu de bombardement de cette intensité. Nous sommes à 500 mètres des premières lignes du 79e, et nous voyons très nettement tous les coups éclater en avant. Nous lançons également des torpilles aériennes, qui, à en juger par l'explosion formidable qu'elles font, et l'immense colonne de fumée qui s'élève, doivent faire du joli travail. Avec ça, les fourneaux de mines préparés par notre génie explosent. On voit d'un seul coup un espace d'environ 50 mètres de largeur qui est projeté en l'air avec une épaisse fumée noirâtre. C'est abominable de voir ce tableau. Au loin, ce n'est que de la fumée très épaisse de toutes les couleurs. Blanche, noire, jaune. Je n'ose penser ce que doit être l'homme sous un pareil feu, et nos artilleurs tirent toujours de plus en plus vite. Ils sont en chemise. Il y a de quoi devenir fou. C'est horrible. Georges ne voit ce déluge de feu que de loin. Mais le lieutenant-colonel Collin, lui, est venu jusqu'en première ligne pour observer la situation. Et son point de vue est tout autre.
À 9h35, les deux mines sautent. Malheureusement, elles n'ont pas été poussées assez loin et, au lieu d'éclater à l'intérieur de la position ennemie, elles creusent devant les tranchées allemandes un grand entonnoir que l'ennemi occupe aussitôt. Mauvais signe. Vous avez bien entendu. Les deux mines censées faire sauter la salle des fêtes et bousiller la deuxième ligne allemande sont trop courtes. Elles viennent de sauter juste devant la première ligne, créant un seul énorme cratère de 25 mètres de diamètre pour 6 mètres de profondeur. Ironiquement, sous un tel bombardement, les Bavarois n'ont même pas compris qu'il s'agissait de mines. Ils ont pensé que c'était un obus de très gros calibre. Je constate d'autre part que, si le bombardement est intense, il ne tape pas assez sur les premières lignes. La meilleure preuve, c'est que, n'ayant que ma tête nue qui dépasse au-dessus du sol, je suis cependant repéré par des guetteurs et des balles me sifflent aux oreilles une demi-heure avant le déclenchement de l'attaque. Je dois rentrer ma tête et observer au périscope. Le capitaine Vanier vient pendant quelques instants prendre ma place sur l'échelle et observer au périscope. J'étais en bas de l'échelle en train de consulter ma carte quand j'entends un claquement caractéristique, suivi d'un bruit de verre brisé, dont je reçois des éclats sur la tête. Et Vanier dégringole rapidement les échelons. C'est une balle ennemie qui vient de briser le périscope à quelques centimètres au-dessus des yeux de mon capitaine adjoint. Et nous sommes à 10 minutes du déclenchement de l'attaque d'infanterie. Je songe à mes pauvres poilus qui vont déboucher sur un ennemi aussi vigilant. Que faire? Rien. Je n'en ai plus le temps. Le lieutenant-colonel Henri Collin commande 3000 hommes, et à ce moment précis, il comprend qu'il les envoie à une mort certaine. Mais si ces compagnies ne chargent pas, les défenseurs pourront se concentrer sur les autres régiments, mettant en péril toute l'opération. Alors... À 10h, l'heure H pour l'infanterie, je fais signe au capitaine Vanier qui a rassemblé la clique dans la tranchée de première ligne. La sonnerie de la charge, ardente, entraînante, éclate aussitôt, suivie du refrain des gars du 26e. C'est un spectacle inoubliable. Le temps est superbe et clair, le soleil, lui, déjà chaud. La première vague s'élance hors des tranchées dans un élan magnifique. Mais aussitôt crépite une quantité de mitrailleuses ennemies, restées intactes malgré le bombardement. La deuxième compagnie est entièrement fauchée dans les fils de fer qui ne sont pas détruits. Le lieutenant Tuaillon, le brave des braves, qui est parti en tête de sa compagnie, suivi de sa liaison, reste dans les fils de fer, sans même pouvoir atteindre la première ligne ennemie. La première compagnie, plus heureuse, a pu franchir ces maudits fils de fer, en partie détruits devant elle, mais au prix de pertes sévères. Et c'est sur ces tranchées de deuxième ligne que le lieutenant Parenteau, qui entraîne ses hommes au cri de « Vive la France! Vive la République !» est frappé à son tour. La 7e compagnie, prise, dès son débouché, sous un feu intense, est fauchée sans pouvoir traverser les fils de fer intacts. Le lieutenant Desplat, un des rares survivants, reste plaqué dans un trou de but, où les mitrailleuses ennemies le harcèlent toute la journée. Il parviendra, après 1000 péripéties, à regagner les lignes françaises à la nuit. La 5e compagnie, enlevée par un chef magnifique, le capitaine Brunel, qui brandit à la main son fanion, franchit tous les obstacles, mais tombe sous le feu des mitrailleuses de deuxième ligne et disparaît presque en entier. Je vois encore une section de cette compagnie courir le long des tranchées ennemies et tirer à bout portant sur les défenseurs, puis disparaître à son tour, décimé par le feu des mitrailleuses. La deuxième vague prend immédiatement place dans les sables de départ censés être vides. Mais la plupart des compagnies n'ayant même pas pu sortir, les troupes se retrouvent coincées. Et pour les rares endroits où la deuxième vague peut sortir, le résultat est le même. Les officiers se font charcuter en menant la charge, et les survivants se font achever à coups de mitrailleuses et de grenades. Le jeune sous-lieutenant de Pouy-Draguin, qui s'était élancé en tête de sa section, est fauché à quelques mètres seulement de la ligne de départ, par un tir si précis de mitrailleuse qu'il a le ventre ouvert et labouré de balles. En résumé, en 10 minutes, le 26e a plus de 700 hommes tués, et je constate de mes yeux que tout débouché est impossible de front, devant tant de mitrailleuses intactes et de fils de fer non détruits. Je décide de faire stopper mon régiment. Je le ferai massacrer tout entier sans résultat en continuant l'attaque de front. C'est la première fois que le 26e échoue, mais personne ne le leur reprochera. Georges Baudin a également assisté au massacre. Il raconte: Il arrive des blessés du 26e, et nous apprenons que de notre côté, l'attaque n'a pas réussi. Les premières tranchées ennemies ainsi qu'un fortin garni de 6 mitrailleuses sont restées intactes sous le feu de notre artillerie, mal repérée ou mal dirigée sans doute à cet endroit. Nos compagnies avaient pour but Tellus. Elles sont parties d'un élan superbe et sont prises sous le feu des mitrailleuses qui sèment la mort dans nos rangs. Pourtant, nos hommes continuent d'avancer. Officiers en tête, il en reste très peu, et ces derniers se font abattre dans les réseaux de fils de fer. Sur une compagnie, 2 hommes arrivent jusqu'à la tranchée ennemie. Ils se précipitent quand même et s'y font hacher. Le colonel de son poste les voit tous tomber. Il en pleure. Les compagnies de renfort veulent à leur tour sortir des sapes, mais comme les autres, elles se font faucher, et toutes se répartissent, même si l'ordre n'était arrivé de suspendre les départs. Le régiment est bloqué, il lui est impossible d'avancer, et les quelques hommes rares qui le sont ne peuvent même plus reculer.
Aussitôt qu'un homme bouge, il est immédiatement mitraillé. Il en est de même pour ceux qui sont blessés, ils sont achevés de la même façon. Le capitaine de la 5e compagnie, tombé dans les fils de fer, est achevé à coups de grenade. Ce sont là des procédés de bandits. Aussi, nos officiers sont-ils décidés à n'employer aucun ménagement envers les prisonniers qui pourraient tomber entre nos mains. De même que tous les moyens seront bons pour prendre ce fortin. Il n'y en aura pas d'assez barbare. Alors que le lieutenant-colonel Collin stoppe l'assaut et sèche ses larmes, il apprend la percée du 79e. C'est décidé. À défaut d'entrer par le sud, le 26e profitera de la brèche et passera par le côté ouest. Si on regarde à droite du 26e, la situation est encore pire. La mine creusée sous les ouvrages de la route de Lille a explosé à 9h47, au moment où la première vague du 11e régiment d'infanterie était dans ses positions de départ. Et là encore, les sapeurs ont creusé trop court. Résultat, la mine explose quasiment sous les pieds des attaquants, ensevelissant environ 190 hommes et tuant la plupart d'entre eux. À la boulette. L'explosion endommage également les fortins barrant la route de Lille, mais les Bavarois n'en ont que faire et mitraillent comme si de rien n'était. En quelques minutes, il devient clair qu'aucune attaque n'est envisageable de ce côté-là. Les défenseurs retournent alors leurs armes et se mettent à tirer sur le 79e. Enfin, si on regarde à l'extrême droite du dispositif français, au niveau de Roclincourt, les mines n'ont pas été plus efficaces. La première vague du 88e régiment d'infanterie charge en chantant la Marseillaise et parvient jusqu'à la deuxième ligne avant de se faire violemment refouler. Son chef, le colonel Mahea, surnommé l'immortel par ses hommes, meurt dans l'affrontement. Son second y passe aussi, ainsi que la plupart des officiers. Sous le feu croisé des Bavarois, le régiment se replie en désordre et subit de lourdes pertes. Seuls quelques éléments de la première ligne sont conquis et gardés au prix de nombreux sacrifices. Certaines unités se font charcuter à coups de mitrailleuses à peine sorties de leur sable de départ et rebroussent chemin illico. Mais d'autres refusent carrément de monter à l'assaut, ce qui sera pointé du doigt par de nombreux soldats qui considéreront que si le secteur n'est pas pris, c'est à cause d'eux, le 17e corps d'armée. D'autant que beaucoup considéraient que le 17e CA avait le morceau le plus facile à enlever. Dans tous les cas, ils vont se faire engueuler. À ce stade de notre histoire, il est à peu près midi. La division marocaine est bloquée, les troupes dans Neuville se battent dans les rues avec acharnement, mais la Maison Blanche tombe enfin sous le contrôle des Français. Le sud du labyrinthe étant totalement verrouillé par les Bavarois, le 79e se retrouve seul devant la côte 105. Il y est désormais coincé, particulièrement par l'ouvrage en carreau qui, selon les dires des Allemands, n'était occupé que par 3 sapeurs venus renforcer la structure et armés d'une seule mitrailleuse. Encore une fois, selon les Allemands, cette pièce aurait à elle seule mis 300 hommes au tapis, stoppant net l'avancée du 79e. Le 26e manœuvre aussi vite qu'il le peut, et les régiments de renfort tardent à venir. En d'autres termes, le 7-9 a des défenseurs à sa gauche, à sa droite et devant lui. Pourtant, leur objectif n'est qu'à quelques centaines de mètres, juste derrière le moulin, mais il est humainement impossible de forcer plus que ça. Les hommes commencent donc à fortifier leur position et se préparent à recevoir les contre-attaques ennemies. Mais justement, à ce propos, plusieurs agents de liaison bavarois ont bravé les barrages d'artillerie pour communiquer avec l'arrière. Il y a même un télégraphiste nommé Michael Binoder, là encore pas sûr de la prononciation, qui rétablit volontairement la ligne depuis Neuville-Saint-Va, alors même que les Français lui tirent dessus. Non seulement il revient en un seul morceau avec une ligne télégraphique en état de marche, mais en plus, il a de précieux renseignements sur les positions des attaquants. Cette action a permis d'acheminer des renforts au plus vite et a sérieusement contribué à la défense du secteur. Ainsi, la communication est plus ou moins rétablie. Brunner reçoit des renforts pour défendre le village et l'artillerie des divisions voisines se tourne vers le secteur. Les obus allemands commencent alors à pleuvoir sur les attaquants. Beaucoup d'unités françaises n'ont plus d'officiers et sont complètement éparpillées. On peut voir des poilus isolés commandés par des sous-officiers de la Légion se battre sous la côte 105 aux côtés du 79e. C'est un bordel. Les affrontements les plus violents se font au niveau du cimetière de Neuville, conquis par les Français, puis repris par les Allemands, puis encore repris par les Français, qui ont placé leur QG dans le caveau d'une vieille bourgeoise de 75 ans. Beaucoup des renforts promis se perdent dans le dédale de tranchées, et Maurice Gabold court dans tous les sens pour trouver les compagnies perdues, leur transmettre leurs ordres et les guider. Ainsi, ce n'est qu'à partir de 15h que les unités de réserve peuvent lancer l'assaut. Parmi elles, le 37e régiment d'infanterie, qui s'engouffre dans le labyrinthe, en suivant les pas du 79e. Un de ces soldats se nomme Paul Verriot. Voici comment il décrit ce moment riche en émotions. Déployés dans le chemin creux, nous attendons l'ordre du commandant Pernot de nous engager. Nous avons comme direction le fameux moulin et le non moins fameux fortin avec son labyrinthe. Tous les hommes sont absorbés et recueillis par je ne sais quelle pensée. La peur nous noue les tripes, les cigarettes se succèdent l'une derrière l'autre. La fameuse gouaillerie française est toujours présente et des réflexions fusent. Allons, messieurs, il est temps de faire votre testament. À qui le premier numéro pour le grand voyage ? Un petit cabot parisien, tué 1 heure plus tard. Ceux qui mangeront des betteraves seront priés d'en laisser à leurs petits camarades. Manger des betteraves se disait la veille d'une attaque, car généralement, les morts sont face contre terre et mangent des betteraves.
Moi-même, je fais remarquer à Verrier, mon meilleur camarade de combat, irons-nous jusqu'à ce petit bouquet de coquelicots aperçu depuis notre talus? Ou peut-être plus loin, jusqu'à ce rouleau de squelettes abandonné? Le moral est bon, y a pas de doute. Mais bientôt, le coup de sifflet retentit. Aux plaisanteries succède un silence glacial. Baïonnette au canon! Seuls ceux qui ont entendu ces mots peuvent en mesurer le sens. Rétrospectivement, j'en ai encore la chair de poule. Des milliers de pensées traversent alors votre esprit. Puis un nouveau coup de sifflet, et on grimpe le talus. Les premiers bonds se font sans mal, car l'ennemi ne nous a pas encore aperçus. Pour les suivants, c'est autre chose. Shrapnel, mitrailleuses, obus font un bruit assourdissant. Ça y est, nous sommes en pleine fournaise. À mon troisième bond, je passe à côté d'un soldat du 79e tué. Il porte sous son képi une calotte en tôle. Lui enlever son képi, prendre sa calotte et l'ajuster au mien ne prend qu'un instant. Je rejoins alors mes camarades sous une canonnade intense qui ne cesse d'augmenter. Des fameux 130 aux explosions dévastatrices nous rendent sourds et à moitié fous. Mon sergent de section est tué par un éclat en pleine tête. D'autres subissent le même sort. De nombreux blessés se dirigent en arrière, vers le chemin creux Carincara. Avec Verrier, pas un mot. Couchés dans l'herbe, côte à côte, nous attendons anxieusement notre tour. Tout à coup, une détonation formidable 20 mètres au-dessus de nos têtes, et un choc violent sur mon crâne. Je me crois touché, et l'avoue à Verrier. Il me crie de ne pas l'abandonner dans cet enfer. J'enlève mon képi, et je me dis que j'ai une sacrée chance. L'éclat a rencontré la partie sphérique de la calotte et glissé dessus. Je retrouverai le morceau dans mon sac. Sans ce malheureux soldat tué, j'étais cloué sur place. La chance ou la bonne étoile continuait de veiller sur moi. Le carnage continue des heures durant, et seule l'obscurité vient mettre fin à ce massacre. Les Français fortifient comme ils le peuvent les positions conquises et remettent l'attaque au lendemain. À 21h, de nombreux renforts bavarois viennent relever les compagnies qui s'étaient obstinées à défendre les maisons de Neuville-Saint-Var. Certains soldats décident même de rester et de continuer à se battre. Les Français coincés dans le No Man's Land depuis le matin peuvent ramper jusqu'à leur ligne et faire panser leurs blessures. À ce propos, Jules Delmas parvient à retrouver le commandant de Vissec et le fait évacuer. Malheureusement, le capitaine sait pertinemment que le gars ne va pas s'en sortir. Il est abattu par cette perte et écrit longuement à ce sujet. Quand ma volonté sera défaillante et mon esprit obscurci, je me dirai « De Vissec eût agi de la sorte ». Toute ma vie, je me souviendrai que votre maturité réfléchie a révélé à ma jeunesse la suave beauté du commandement. J'entends encore vos paroles résonner à mes oreilles. Pour mener l'infanterie française au feu, il faudrait être un dieu. Cette phrase, dont je n'ai jamais mieux qu'aujourd'hui senti la sévère profondeur, chante dans mon esprit tandis que l'ombre voile lentement le champ de bataille. La mort dans l'âme et entendant les râles des blessés coincés dans le No Man's Land, le capitaine s'installe dans un abri d'officiers bavarois et sent alors la fraîcheur de la nuit s'abattre sur lui. Il regrette son gilet en laine qu'il a laissé dans son sac en première ligne. C'est alors qu'un vieux soldat nommé Blanchard le lui apporte. Le bougre a vu que son capitaine se délestait de son sac et a décidé de le porter pour lui en plus de son propre bagage. Jules Delmas a raison, ces hommes l'aiment, ils le suivront quoi qu'il arrive. Pendant la nuit, les officiers rassemblent leurs unités, font le point et comptent leurs pertes. Elles sont à la fois terribles et difficiles à évaluer au vu du chaos de cette journée. Mais rien que pour le 9 mai, la 10e armée compte entre 6500 et 7000 soldats tués. Et là, on ne parle même pas des prisonniers, des blessés ou des disparus. Par exemple, la compagnie polonaise de la Légion étrangère était partie avec 18 officiers et 925 soldats. Le soir venu, il n'y a plus un seul officier encore debout, et peu de soldats en sont sortis vivants. La compagnie tchèque s'est également faite décimer. De son côté, Georges Baudin a passé sa journée à ramener des blessés à l'arrière et constate les pertes pharaoniques de cette journée de malheur. Pendant toute la nuit, les quelques survivants de nos compagnies d'attaque restés entre deux lignes sans pouvoir bouger ont dû faire le mort à 20 mètres des mitrailleuses et arriver en rampant à se retirer dans leurs tranchées. Un lieutenant revient ainsi avec 40 hommes, mais ils sont tous à moitié fous. Le 26e avait 3000 soldats ce matin. Il en a perdu 755 dans les 10 premières minutes de l'attaque. C'est juste effroyable. Pour ce qui est du 79e, il a perdu au moins 719 hommes dans la journée. Du côté des défenseurs, les pertes sont également très lourdes, mais les Bavarois ont tenu envers et contre tout. D'ailleurs, les Français parlent désormais du labyrinthe comme d'un monstre bourré de mitrailleuses. Beaucoup assurent qu'il y en avait au moins une centaine. Vous savez combien il y en avait ? Devinez. 24. Seulement 24 mitrailleuses pour le labyrinthe et pour Neuville-Saint-Va. Comme quoi, pas besoin d'en avoir beaucoup quand on sait bien les utiliser. Si les attaquants ont cru se faire tirer dessus par une centaine de mitrailleuses, c'est parce que les Bavarois ont tiré au fusil à une cadence impressionnante depuis les tranchées de 2e et 3e ligne. Mais malgré tout, la position demeure paradoxale. La tranchée de Hambourg a toujours des Français devant elle, mais également sur son flanc, et le lieutenant-colonel Collin espère que ça débloquera la situation. J'ai l'espoir que les Allemands, devant cette menace, vont évacuer le labyrinthe pendant la nuit, et je prescris aux deux compagnies de front d'être très vigilantes pour signaler tout mouvement de repli et en profiter. Pendant la nuit, on me téléphone que toute la gauche de notre attaque a obtenu de brillants résultats, faisant plus de 3000 prisonniers et s'emparant de 10 canons. Je me fais alors la réflexion que le haut commandement
voulant prononcer un effort puissant à gauche, a dû y mettre un maximum d'artillerie, ce qui m'explique la maigre dotation affectée au 26e qui était à l'extrême droite. Mon pauvre régiment a fait ce qu'il a pu, avec les moyens mis à sa disposition. Il aura au moins contribué au succès de l'ensemble par son sacrifice. Malheureusement, les Bavarois savent qu'il n'y aura plus d'attaque par le sud. Ils se concentrent désormais sur la défense du boyau von Kluck, qui est la nouvelle ligne de front. Ils n'ont aucune intention de quitter le labyrinthe. Bien au contraire. Mais si le dimanche 9 mai 1915 restera dans les mémoires pour sa violence, demain est un autre jour, et la bataille ne fait que commencer.